Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Salut à tous les camarades. Aujourd'hui, on est avec monsieur le directeur de Rivarol. Comment ça va, Jérôme Bourbon? Bien, malgré les nouvelles déprimantes qui ne cessent de se multiplier ces derniers temps, ces derniers jours. Ouais, c'est sûr qu'en ce moment, oui, c'est pas la joie, mais bon, faut rester fort. Nous, Jérôme, je vous avais pas vu moi depuis, je crois depuis le bal des Quenelles. Je crois que depuis le bal des Quenelles, je vous avais pas revu. Vous avez enfin, vous avez ramené un trophée à votre femme, comme vous avez dit. Ça y Oui, est, enfin. très heureux, ce sera sans doute le seul de ma vie que je pourrai rapporter à la maison. Et donc, j'en étais heureux et fier. Et je remercie encore Dieudonné et toute son équipe pour cette récompense qui est un petit peu mon dimanche des rameaux à moi, avant d'entrer dans la semaine de la Passion, parce que là, à mon avis, on va vivre des semaines extrêmement difficiles. Ouais, c'est sûr. Avant justement de parler de cette actualité folle, on va commencer peut-être par Rivarol. Oui. Vous en ce moment, j'ai vu là quelques camarades qui partageaient. Vous avez un petit coup dur en ce moment. On peut en parler? C'est-à-dire qu'en réalité, comme souvent, comme toujours, je dois faire face à un certain nombre de procédures judiciaires. Et là, j'en suis à 3 nouveaux procès qui me sont annoncés, 2 pour des vidéos, l'une concernant l'incarcération d'Hervé Ryssen, une vidéo YouTube, et une autre vidéo YouTube un peu plus ancienne, de fin 2019, qu'ils ont déterrée. Et puis, un article que j'avais fait après le graffiti, le tagage d'un mur du centre de la mémoire de Radour-sur-Glane, et on me reproche une contestation publique de crimes de guerre. Un article qui date du 2 septembre 2020. Donc j'aurai 2 procès qui auront lieu devant la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris fin octobre de cette année. Et puis, donc, il y a encore une nouvelle procédure, donc je retourne à la BRDP, dont je suis un habitué, brigade de répression de la délinquance contre la personne, 36 rue du Bastion, Paris 17e, près de Clichy. Je vais y retourner le 9 septembre également pour donc une nouvelle affaire, pour une nouvelle vidéo, mais de toute façon, c'est sans fin. Et puis, on sait également que Tristan Mendes France, à plusieurs reprises, demandé le retrait de l'agrément de la commission paritaire des publications agences de presse pour Rivarol, ce qui permet de bénéficier d'un tarif postal un peu moins élevé que le tarif postal normal pour les publications politiques, les publications les journaux, les revues, etc. Et on veut nous enlever ça. Voilà. Donc oui, on sent que ça se resserre de plus en plus, mais c'est à l'image de tout, quoi, de ce qu'on vit avec le pass sanitaire, avec la loi Guesso, avec la loi de bioéthique, avec l'interdiction de l'école à la maison qui doit être validée le 13 août dans quelques jours par le Conseil constitutionnel. On voit très bien que nos dernières libertés sont niées, sont démantelées, et ils profitent, comme toujours, de l'été pour le faire. Je rappelle que les plus mauvais coups, c'est toujours l'été que cela se produit. La loi Pleven, c'est le 1er juillet 1972, la loi Guesso, c'est le 13 juillet 1990, et là, en l'espace de quelques semaines, on a eu la loi de bioéthique qui donc entérine la procréation médicalement assistée pour les lesbiennes, qui ouvre la voie à des expérimentations sans limite sur les cellules souches, les embryons, qui permet la création affreuse de chimères animales-hommes, mélanger les animaux et les hommes, enfin, quelque chose d'absolument effrayant. Ça a été validé complètement par le Conseil constitutionnel, le 29 juillet. Le 5 août, le pass sanitaire, dans sa totalité, qui est validé par le Conseil constitutionnel, présidé par Laurent Fabius, j'y reviendrai. Et ce pass sanitaire, ça veut dire donc que si on n'est pas vacciné, on ne peut pas accéder au café, au bar, au restaurant, au train, aux avions, aux bus et cars pour des longs trajets, on ne peut pas aller dans certains centres commerciaux, on ne peut pas aller dans des maisons de retraite, dans des hôpitaux, et même si on est malade, on doit aller à l'hôpital, eh bien, si on n'a pas de passe sanitaire, on n'est pas soigné, sauf cas d'urgence, nous dit-on, mais ce sera le personnel soignant qui en décidera, et ce sera le personnel. Oui, voilà. Donc c'est ça, donc c'est très subjectif, et en plus c'est le personnel soignant qui sera pro-vaccin, puisque les anti-vaccins ou ceux qui veulent pas se faire vacciner, ils auront été éliminés, puisqu'ils auront été éliminés de leur fonction à partir du 15 septembre. S'ils n'ont pas vacciné, il y aura forcément des gens qui ne badineront pas sur le vaccin, la vaccination. Donc c'est quand même très inquiétant, c'est-à-dire que c'est une forme de tyrannie sanitaire ou pseudo-sanitaire, mais qui même met en cause non seulement la vie quotidienne, la vie de tous les jours, mais également même la santé, puisqu'aussi bien la santé par le vaccin qui peut être très dangereux, mais également par le fait que si on va dans les hôpitaux, on n'est pas sûr d'être soigné si on n'est pas vacciné. Voilà. Donc c'est quand même quelque chose qui est quand même assez effrayant. En moins de 18 mois,
depuis mars 2020 qu'ont commencé les premiers confinements, les premières mesures de restriction de liberté, en moins de 18 mois, ils ont réussi à transformer notre pays en un véritable goulag, en un camp de concentration à ciel ouvert. Ça, j'avoue que j'aurais jamais imaginé que ça irait si vite et de manière aussi radicale. C'est quand même impressionnant. Et de ce point de vue-là, que ce soit le Conseil d'État en amont, que ce soit le Conseil constitutionnel en aval, il n'y a rien à attendre d'eux. De toute façon, quand on connaît leur composition, ça n'est pas surprenant. Je rappelle quand même que Laurent Fabius, il est quand même lié au crime du sang contaminé. Et finalement, c'est lui qui Oui, va... ça se rejoint finalement. C'est un symbole, finalement, c'est lui qui impose finalement de manière définitive, puisqu'il n'y a pas de recours au-dessus du Conseil constitutionnel, c'est lui en fait qui impose en quelque sorte donc ces vaccinations, cette contamination en quelque sorte des gens par un vaccin Pfizer ou autre, dont finalement on sait peu de choses. Je rappelle quand même qu'il y a beaucoup de vaccins en plus qui sont faits à partir de fœtus d'enfants avortés, hein, ce qui est quand même une abomination sur le plan moral. Hein. Bon, et de plus, ce sont des vaccins sur lesquels on n'a aucun recul, qui sont encore en phase d'expérimentation, donc nous sommes de véritables cobayes. Hein, voilà. Et d'autre part, ce sont des vaccins très particuliers, puisque c'est de la thérapie génique, c'est de l'ARN messager, donc c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu quoi, encore. Donc finalement, on n'a aucun recul par rapport à tout ça. Et quand on sait qui impose cela, la façon dont on impose la manière brutale, violente, radicale, avec laquelle on nous impose cela, et quand on remet ça dans le contexte de négation des libertés, de l'école à la maison, de la loi de bioéthique, de destruction de toutes les libertés, d'expression sur Internet et même ailleurs, de recherche, de manifestation, de réunion, enfin toutes les libertés les plus fondamentales de circulation qui sont mises en cause, bah forcément, ça ne peut susciter que la méfiance et l'hostilité la plus extrême. C'est évident, je veux dire, hein, si on réfléchit un peu. Puis là, on voit que niveau radicalité, voilà, ils ont plus peur de rien. Ils vont même jusqu'aux gosses. On voit que les enfants non vaccinés, ils auront plus le droit aux sorties scolaires. On voit que voilà, les infirmiers, comme vous dites, ceux qui veulent pas se faire vacciner, eh ben hop, c'est à la porte. Ouais, on voit que là, ça rigole plus, quoi. Ben, on est rentré dans une véritable tyrannie, et c'est là où on se rend compte qu'ils y ont été par étapes. Hein. On a commencé finalement il y a une cinquantaine d'années avec les premières mesures, la loi Pleven, qui était déjà scandaleuse, hein, par rapport à la liberté d'expression, la défense de la nation, de la race, de la religion, était considéré comme quelque chose de haineux. Alors ça n'a pas été appliqué immédiatement, mais ça a été vraiment clairement à partir des années 80. Il y a eu un pas de plus avec les années 90 avec la loi Guesso, toutes les lois qui sont empilées depuis, loi Lelouch, loi Perben, etc., loi sur l'homophobie en 2004. De même, parce que c'est la même logique, la répression routière, etc., avec les radars automatiques, le permis à points, le délit grande vitesse, etc. Ça aussi, c'est une façon de corseter les gens et de brimer leur liberté de manière vraiment insupportable. Bon. Et là, effectivement, on entre dans une phase qui est encore plus radicale, effectivement, c'est-à-dire que de même qu'on nous a empêchés de sortir de chez nous pendant plusieurs mois avec toute une série de confinements successifs, ou alors il fallait être muni d'un papier dûment signé, avec des conditions très restrictives, des horaires très limités, des kilomètres à la ronde très limités, eh bien là, on entre encore dans une nouvelle phase où il faut être piqué en quelque sorte. Hein, voilà. Et en plus, on voit qu'il suffit d'une seule piqûre, puisqu'on parle de piqûre, maintenant on parle d'une troisième piqûre, hein, et il est évident qu'il y aura toujours des rappels, qu'il y aura... parce que les gens pensent que finalement, en cédant leur fiche frappée, c'est une erreur de croire ça. Ce sera sans fin finalement. On entre dans un tunnel sans fin, dans un puits sans fond, et ça sera toujours de pire en pire. Hein. C'est une tyrannie. Bien sûr. Et Et ceux qui croient qu'il y aura un retour à la normale, il n'y a pas de retour à la normale, il y a juste à regarder. Tout le monde nous dit de regarder Israël, mais on le fait. Alors on regarde Israël, mais on voit bien. Ça se vaccine, mais ça confine, ça bloque les frontières, tout ça. Donc même comme ça, on ne s'en sort pas, quoi. Tout à fait, vous avez tout à fait raison de le souligner. Mais Jacques Attali l'avait dit avant même le premier confinement des début mars, je crois, 2020. Il avait dit, je crois, sur son Twitter, que de toute façon, plus rien ne serait comme avant, jamais ne serait comme avant, et qu'il fallait que les gens s'habituassent à vivre avec ce virus, et que bon, voilà, en quelque manière, il faudrait renégocier peut-être quelques menus petites libertés, de toute façon très conditionnelles, très temporaire, très limité. Il avait dit, et à l'époque, j'en étais stupéfait. Maintenant, on comprend. Et quelques mois après, un an et demi après, on comprend ce qu'il veut dire, ce que lui savait, forcément. Bon, voilà. Et donc, malheureusement, les gens qui pensent que c'est provisoire, je pense, hélas, se trompent, c'est l'heure. Malheureusement, on est dans un véritable goulag. Et effectivement, moi, je l'ai déjà souvent dit, mais c'est de plus en plus vrai, et ce sera de plus en plus vrai. La France, l'Europe, l'Occident, et à terme le monde entier, finalement, bah, ça va devenir une Cisjordanie, une bande de Gaza,
une prison à ciel ouvert, quoi, finalement. Voilà, je veux dire, on est traité de plus en plus en Palestiniens, et par les mêmes, finalement. Parce que quand on regarde un petit peu, que ce soit Pfizer, que ce soit Fabius, que ce soit finalement, quand je vois sur le plateau de télévision, ceux qui s'expriment sur BFM TV et tout cela, je voyais le professeur Benhamoul, etc., qui traitait les non-vaccinés de djihadistes, etc. Voilà, on voit très bien à qui on a affaire, quoi. Enfin, maintenant, ils en sont limites, quoi, la vaccination obligatoire, et ça, c'est tout à fait concomitant et contemporain des limitations de liberté sur Internet, des comptes YouTube ou Twitter ou autres qui sont supprimés sur Internet, j'en sais quelque chose. Donc tout ça, si vous voulez, ça fait sens. Et évidemment qu'il y a un lien dans tout cela. C'est comme par exemple, ils veulent supprimer l'école à la maison le 13 août, ça risque d'être définitif. Hein. Oui, non, enfin, sauf vraiment quelques cas extrêmement limités. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'école à la maison, il suffisait d'une libre déclaration à la mairie. Et là maintenant, il faudra une autorisation préalable du rectorat. Autant dire qu'elle ne sera jamais accordée, d'autant que les conditions sont extrêmement limitées, restrictives. Donc, on voit très bien que pourquoi ils ne veulent pas d'école à la maison. Bah, d'abord parce qu'avec l'école à la maison, on peut éviter le vaccin, qu'à l'école, on ne pourra pas l'éviter, il sera obligatoire le vaccin. Donc, il y a ça. Et d'autre part, ça donne une certaine liberté pédagogique sur le plan moral. Or, ce qu'on veut, c'est que les enfants, bah, voilà, on leur apprenne la théorie du genre, la religion de la Shoah, toutes ces saletés, quoi. Je veux dire, voilà. Ouais, le but, c'est de les faire rentrer dans le moule, finalement. Voilà, dans le moule mental, je dirais même le moule physique, le moule biologique, avec les vaccins, quoi. Donc, c'est vraiment horrible. On nous enlève nos enfants. C'est le principe, de toute façon, de toutes les révolutions, hein, de toutes les subversions. Et au fond, depuis 1789, c'est ce qui a été voulu. L'école de Jules Ferry, c'était déjà ça. Sauf que, à l'époque, comme il y avait quand même une école catholique qui était encore de qualité, qui était quand même encore nombreuse, il est évident qu'ils ne pouvaient pas enseigner à l'école qu'ils enseignent aujourd'hui, sinon même les parents de républicains, entre guillemets, auraient été choqués, auraient mis leurs enfants à l'école du bon Dieu, bon, et non pas à l'école du diable. Bon. Et voilà. Mais aujourd'hui, comme de toute façon, il n'y a plus rien, depuis Vatican II, bon, l'Église est en quelque sorte au tombeau, et quand on a des Bergoglio voilà, qui vont tout à fait dans le sens de la vaccination, du métissage, de l'immigration massive, du lobby LGBT, etc., on voit très bien qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune force de résistance. Hein, même quand on voit les mouvements populistes, quand on voit Ménard qui est à fond pour la vaccination, bon, Marine Le Pen elle est à fond pour le confinement, pour tout ça, etc., elle n'est pas du tout opposée à la vaccination, on voit très bien qu'il n'y a plus aucune force de résistance. Il y a quelques individualités, courageusement, individuellement, qui se battent comme cela, mais quelques petites structures, bon, comme nous, comme Rivarol, comme vous, comme d'autres, enfin, on est quand même tout petit, quoi, sans moyens, sans puissance, et on est la cible privilégiée de la répression sous toutes les formes, et à commencer par la répression judiciaire. Par conséquent, oui, c'est vrai que je crois qu'il ne faut pas tromper les gens, et je pense que les jours s'annoncent sombres, l'avenir s'annonce sombre à vue humaine. Je dirais même que je n'aurais pas imaginé il y a quelques années que ça irait si vite, qu'on se retrouvait dans une situation où on ne peut plus aller au restaurant, on ne peut plus aller au théâtre, on ne peut plus aller au cinéma, on ne peut plus aller boire un verre dans un café, on ne peut plus prendre le train, l'avion, on ne peut plus se déplacer, autrement qu'en voiture. Et je dois dire que quand je vois que même au niveau des centres commerciaux, alors pour l'instant c'est les grands centres commerciaux, mais à partir du moment où ils ont ouvert la brèche là-dessus, demain, c'est pas du tout impossible qu'ils le fassent également pour le moins de petits commerces, si bien qu'on ne pourra plus rien acheter ni rien vendre, comme c'est annoncé dans l'Apocalypse finalement. Bien sûr. Ouais. Et ça, moi j'ai vraiment l'impression que c'est vers quoi on tend, et ça peut aller beaucoup plus vite qu'on ne pense. Et finalement, les gens face à cela, bah, qu'est-ce que vous voulez, dans une forme de désarroi. Oui, c'est ça. On voit que les gens acceptent la plupart des choses, finalement, ça leur pose pas de problème. Comme s'ils aimaient être finalement sous tutelle, ça dérange pas. Moi, je pense personnellement qu'il y a deux leçons à tirer finalement de cette affaire. La première, c'est que moi je l'ai souvent écrit et je pense que si les gens sont honnêtes, réfléchissent un peu, ils peuvent s'en rendre compte, le fait que l'Europe, il faut dire les choses, que la France et l'Europe aient perdu la dernière guerre, hein, en 1945, car on l'a perdu, hein, la civilisation l'a perdu, bah, finalement voilà le monde dans lequel nous vivons. C'est évident que d'avoir perdu la guerre, bah, voilà où nous en sommes finalement. Et plus ça ira, plus ce sera pire, hein, et plus ce sera évident que finalement ce sont les mauvais qui l'ont emporté, il faut dire ce qui est. Voilà. On voit en ce moment un petit brin de lumière dans tout ça, c'est les manifestations qui grossissent quand même de samedi en samedi. Est-ce que vous pensez que ça va se finir à la gilet jaune avec quelques éborgnés ou carrément, voilà, on voit qu'on est déjà diabolisé, on voit que déjà bientôt anti-vax et être antisémite, on voit que déjà ça, ils commencent déjà à mettre le... Mais de toute façon, c'est toujours la même méthode. Rappelez-vous au moment de
au moment des Gilets jaunes, immédiatement l'étoile jaune s'était manifestée contre, hein, puisque que ce soit BHL, Attali, Aziza, etc. Tous, alors que les Gilets jaunes n'avaient encore rien dit, simplement parce qu'ils luttaient pour des conditions de vie meilleures, pour leur pouvoir d'achat, puisque c'était contre l'excès de taxes sur l'essence, le diesel, etc. Le mouvement était parti, s'était développé. Eh bien, tout de suite, ça avait été considéré comme antisémite parce que il était question un petit peu de la finance internationale, ou peut-être ici et là de Macron, et donc également d'Attali et de Rothschild. Finalement, ça a suffi pour que ce soit considéré comme un mouvement antisémite, quasiment criminogène. Rappelez-vous le communiqué d'une des Brites en disant que ce mouvement allait mettre, je cite, le feu à la République, le grand rabbin de France qui allait faire des prières pour la République, etc. Donc, ces gens-là s'étaient affichés dès le départ objectivement comme des ennemis du peuple, hein, comme des ennemis des manifestants, et plus généralement comme des ennemis du peuple, de leur pouvoir d'achat, de leur niveau de vie, de conditions de vie humaines. C'est pas étonnant quand on voit comment ils traitent les Palestiniens, donc ils tentent de nous traiter de la même façon, donc c'est évident. Et là, bis repetita, si j'ose dire, ça recommence avec donc l'affaire du pass sanitaire, puisqu'il a suffi qu'il y ait quelques personnes qui aient mis une étoile jaune, et tout de suite, ce qui d'ailleurs était discutable, hein, parce qu'on est toujours dans la judéocentrie en faisant ça. Je veux dire. Mais bon, le problème, c'est qu'on apprend que ça en histoire, dans les médias, bon, les gens n'ont que ça comme référence, hélas. Et donc, ils ont considéré que forcément, c'est leur propriété, l'étoile jaune. Hein, c'est cachérisé en quelque sorte. Donc, évidemment, l'utiliser pour le pass sanitaire, c'est quelque chose qui est considéré comme antisémite, négationniste. On se demande négationniste en quoi, mais si vous voulez, c'est une notion qui est tellement extensive qu'il est de plus en plus qu'ils peuvent tout mettre dedans, tout ce qui les arrange. Bon. Donc, on voit très bien, effectivement, que dès qu'il y a un mouvement populaire de défense des libertés, de défense de la dignité, de la vraie dignité humaine, de défense du peuple français, autochtone, eh bien, on voit très bien qu'ils ont des réactions extrêmement hostiles. Ils se révèlent tels qu'ils sont. Et ça, c'est bien que les gens le voient. Enfin, je ne sais pas si les gens le voient, malheureusement. Je ne suis pas sûr que les gens le voient suffisamment, mais c'est évident. Voilà. Et comme sont les mêmes qui étaient derrière la loi Avia, qui sont derrière la censure impitoyable sur Internet, qui veulent nous mettre les uns les autres en prison, nous ruiner, nous embastiller, faire interdire nos publications, nos chaînes, nos comptes, etc. Oui, bien sûr, ce sont les mêmes. Oui. Même quand Palestine est occupée, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est une tyrannie, et on n'a même pas le droit de les désigner comme tels, puisque c'est considéré comme l'institution raciale. Alors, finalement, ce qui est le sommet de la tyrannie, finalement. Voilà. Donc, on vit ça. Malheureusement, c'est la conséquence de 1945, et il faut en avoir conscience, parce que sans 1945, on n'aurait jamais eu Vatican II, on n'aurait jamais eu l'immigration de masse, on n'aurait jamais eu ces gens-là au pouvoir. Premier point, hein, ça fait réfléchir. Et deuxièmement, ce dont il faut avoir conscience, c'est que je pense que la Providence permet cela. Il ne l'approuve pas, mais il le permet, tout simplement parce que c'est un peu la sanction de l'apostasie des gens. C'est-à-dire que les gens, ne croyant plus en Dieu, n'ayant plus de repères moraux, spirituels, finalement, vous savez, lorsque finalement, c'est la synagogue qui domine. Hein. Lorsqu'il y avait une grande foi profonde au Moyen-Âge, par exemple, les Juifs avaient un pouvoir très très limité, hein, extrêmement limité. Hein. Ce sont toujours dans des périodes de relâchement moral, d'apostasie, d'absence de repères moraux, de perte de la foi, qui sortent du bois, finalement. Qui sortent du bois, qui peuvent dominer, et que leur domination devient absolument écrasante, tyrannique, insupportable. Hein. Et maintenant, ils ne se cachent plus. Elle est de plus en plus manifeste. Voilà. Écoutez, et ça touche pas simplement l'Europe, puisque j'ai été frappé de voir qu'au début des Jeux Olympiques de Tokyo cette année, là, ça, c'est quelque chose qui est énorme, c'est que le responsable de la cérémonie d'ouverture, qui était un artiste japonais, eh bien, a été démis la veille, vous vous rendez compte, la veille de cette cérémonie d'ouverture, ce qui posait beaucoup de problèmes pratiques, puisque c'était lui qui l'avait préparé, qui devait l'animer, la présider et la mener à bien. Eh bien, parce que le centre Simon Wiesenthal a fait un communiqué, parce qu'on a retrouvé une plaisanterie qu'il avait faite dans le cadre d'une émission humoristique, satirique, de la télévision japonaise il y a plus de 20 ans, une plaisanterie relative à ce qu'ils appellent l'Holocauste, eh bien, je répète, c'était une plaisanterie dans le cadre d'une émission satirique, donc c'était vraiment une émission satirique. Bon. Donc c'était pas au premier degré en plus. Bon, à la télévision japonaise, hein, alors que les Japonais ne sont pas censés, même officiellement, avoir de responsabilité dans ce qui s'est passé en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien,
il a été démis de ses fonctions, bien qu'il soit excusé platement, évidemment, ça n'a pas suffi. Hein, bien on voit que même au Japon, même au Japon, ça qui m'a effrayé, parce que c'est même pas l'Europe. Donc on voit que le monde entier est à genoux devant ce lobby puissant et nocif. Hein. Voilà, c'est effrayant. Il suffit que le centre Simon Wiesenthal exige, parce que dans le communiqué, il avait dit il n'est pas possible que les Jeux Olympiques à Tokyo puissent s'associer à quelqu'un qui a fait une plaisanterie sur le cost, scandaleux et tout ça. Et bien, dès que le communiqué a été diffusé, rédigé et diffusé et publié, et bien, immédiatement, responsable des Jeux Olympiques de Tokyo a démis de ses fonctions c'est la personne en question donc, qui devait animer cette cérémonie d'ouverture. C'est inouï, si vous voulez. Et c'est à Tokyo, au Japon. Ce qui d'ailleurs, quand j'ai vu ça, je me suis dit, Boris Lelay, qui est à Tokyo, peut être en danger à terme, parce que finalement, alors peut-être que la France a un peu moins de poids et d'influence sur le Japon que le centre Simon Wiesenthal, mais enfin, on peut penser que les organisations juives souhaitent que Boris Lelay soit également expulsé et extradé en France, hein, où il a été condamné à des années de prison ferme. Là aussi, c'est de la folie pure. Bon, mais on voit très bien qu'ils sont vraiment sans limite, hein, maintenant. C'est sans limite. Et vous voyez, finalement, une injustice entraîne d'autres injustices. Il est évident qu'à partir du moment où finalement les gens se sont moqués de ce que des révisionnistes, c'est-à-dire des gens qui avaient, sur une controverse historique, des conclusions qui n'étaient pas celles qui sont autorisées, eh bien, qu'on puisse les pourchasser, les condamner à des amendes astronomiques, à des peines de prison considérables. Je rappelle quand même que le chercheur Honzik a fait 15 ans de prison en Autriche, hein, il faut le savoir. Et donc, il y en a qui ont fait 5 ans, enfin, Horst Mahler, je crois qu'il a fait 12 ans en Allemagne. Donc, ce sont des peines absolument considérables, qu'on n'a même pas forcément pour des crimes de sang. Donc, on voit très bien que c'était quelque chose qui était tout à fait scandaleux. Il n'avait tué ni volé personne, bon, il n'a rien fait de mal, et ce sont des peines absolument colossales, et donc aucune remise de peine. Par exemple, Horst Mahler, bien qu'il ait une gangrène, etc., qu'on ait lui coupé une jambe, bon, voilà, donc c'est sans pitié. Hein. C'est tout à fait inhumain, et donc on voit très bien que ça n'a pas choqué le grand public, si vous voulez. Donc à partir du moment où on admet une injustice, eh bien, les injustices tendent à se multiplier, à se généraliser et à s'aggraver. Et c'est exactement ce qu'on veut dire, que maintenant, c'est le peuple dans sa totalité et qui vit dans une forme de ciel, de concentration à ciel ouvert, de prison. Voilà. Et justement, pour terminer, quel conseil vous donnerez justement aux camarades qui nous regardent et pour tenir contre cette tyrannie? D'abord, il faut garder le calme des vieilles troupes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas céder à l'affolement, à la panique, ni au désespoir et au découragement, parce que la résistance, elle doit d'abord être mentale, et c'est d'abord là-dessus qu'il joue. C'est sur nos limites, nos faiblesses psychologiques, nerveuses, mentales, on a tous ces limites forcément, et donc il faut essayer véritablement, par rapport à cela, de faire preuve d'une grande résistance mentale, nerveuse. Alors évidemment, les gens qui sont croyants, il y a d'abord la force de la prière, hein, qui est très importante, et puis après, ce qui est très important, il y a la famille, quand on a de bons rapports dans sa famille, hein, avec son épouse, ses enfants, c'est important, et puis les amis. L'amitié, c'est très important. Moi, je crois qu'il faut essayer de resserrer les liens, parce que même si on veut aller au restaurant, on peut encore, jusqu'à quand, je ne sais pas, mais enfin, on peut encore aller chez les uns, chez les autres, aller boire un verre, aller manger un petit quelque chose, aller discuter, aller se voir, se rencontrer. Et moi, je crois qu'il faut multiplier les rencontres de ce type avec des gens avec lesquels on a de la sympathie, pour lesquels on a de l'empathie. Moi, ça me paraît vraiment très important de ne pas rester seul, parce que c'est précisément quand on est seul qu'on peut être tenté de décourager, de déprimer, et tout est fait pour ça, c'est évident. Hein. J'ai lu, je crois qu'il y avait une augmentation considérable de la consommation de psychotropes, y compris chez les jeunes, ce qui n'est pas étonnant vu ce qu'on vit depuis maintenant 18 mois, et qui n'en finit pas, parce qu'on entre dans quelque chose qui n'en finit pas. Voilà. C'est vrai que ça fait... Oui. Non, je disais, c'est vrai que ça fait peur pour la jeunesse, quoi. Oui, moi je pense beaucoup à la jeunesse. Je me dis, c'est vrai que cette catégorie de population n'a pas de chance, parce que lorsque nous étions jeunes nous-mêmes, nous n'aurions pas imaginé à l'époque connaître la situation que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est les premières victimes, pas les seules, mais c'est vrai que c'est les premières victimes, de pouvoir voyager, de pouvoir sortir, ou alors se faire piquer. Mais moi, je n'encourage pas du tout à se faire piquer, parce que on ne sait pas du tout quel est leur projet. Je rappelle quand même que dans le projet mondialiste, il y a une volonté de réduction massive de la population. Hein. On ne sait pas dans quelle mesure ils ne peuvent pas, par le biais de ces vaccins, à un moment donné,
une série de réactions, faire en sorte que ça puisse amener d'ici quelques années, on ne sait pas. Ce n'est qu'une hypothèse. Hein. Je ne serais pas surpris, si vous voulez, qu'il y ait une volonté d'anéantissement d'une partie importante de la population, ou au moins peut-être la partie la plus faible, ou jugée la plus faible, ou économiquement la plus dispendieuse, comme par exemple les retraités, etc. Enfin, en tous les cas, quand on voit, si vous voulez, qui le fait, le contexte dans lequel cela s'inscrit, on ne peut qu'être plus qu'inquiet par ce qui se passe. Donc je dis, il faut garder quand même à la plus fine pointe de l'âme une forme d'espérance, cultiver l'amitié, garder les liens sociaux, familiaux avec les gens avec qui on peut le faire, avoir une vie de prière et de recueillement aussi, je crois que c'est important, même essentiel. Et puis les bonnes lectures aussi, je pense, hein, c'est important aussi. Donc moi j'encourage effectivement la lecture de Rivarol, tant qu'il sera permis et tant qu'il sera autorisé. Hein, je suis sûr que ça durera très longtemps, vu la tyrannie dans laquelle nous nous enfonçons de plus en plus. Donc essayez de le lire, de nous aider autant que vous le pouvez. Voilà, justement, comment on peut vous soutenir vraiment, Rivarol? Parce que si moi, des fois, dans mon public, je sais qu'il y en a qui sont intéressés. S'ils veulent vraiment vous soutenir, comment on peut faire? Eh bien, le plus simple, c'est d'aller sur notre site rivarol.com et vous pouvez prendre des abonnements ou faire des dons. Il y a des abonnements de courte durée, de longue durée, un peu à tous les prix. Donc, je pense que le plus simple, c'est de nous aider en allant sur rivarol.com pour ceux qui ont Internet. Sinon, on peut nous écrire aussi édition des Tuileries, 19 avenue d'Italie, 75 013 Paris. Voilà. Et puis il y a aussi un numéro de téléphone, tout ça est indiqué sur le site rivarol.com. Mais de toute façon, le plus simple, je pense, c'est le site. C'est le plus simple, le plus rapide, le plus sûr pour pouvoir ou s'abonner ou demander ou acheter un numéro ou en papier ou en version numérique. Hein, tout est disponible. Voilà. Et vous verrez. Mais je crois que c'est le journal aujourd'hui le plus radical vendu en kiosque en France. Même probablement en Europe, je pense. En tout cas, au moins en Europe de l'Ouest, je pense. Voilà. Et donc, je pense qu'il est important, me semble-t-il, de le défendre, de le développer, qu'il perdure. Vraiment, et bien sûr, d'aider toutes les publications amies, évidemment, toutes les chaînes dont la vôtre, qui sont des espaces de liberté très importants, bien qu'ils se restreignent de jour en jour. Ouais, c'est sûr. Ben, merci à vous, en tout cas, Jérôme, d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie, au les cœurs, et à très bientôt, j'espère. Et puis merci aux camarades, et n'hésitez pas à commander votre journal chez Rivarol, parce que c'est pas le Dauphiné ni le Figaro. Hein. Non, ça c'est sûr. Vous verrez, c'est autre chose. C'est de la nitroglycérine. Ah oui, c'est sûr. Eh ben merci à vous, Jérôme, et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci. Bon été à tous.